Voilà, avec la petite parenthèse jazz de cette émission, on enchaîne tout de suite avec notre petit focus, notre petit dossier sur Serge Lehmann. Alors en fait, Serge Lehmann, c'est un scénariste de bande dessinée ou un auteur en fait plus principalement. J'en parle aujourd'hui parce qu'on a quelques bandes dessinées de lui ici à la médiathèque, notamment si vous l'avez lu, La Brigade Chimérique, mais aussi une autre série qui s'appelle Masqué et sort là tout récemment. C'est quelqu'un qui produit beaucoup là en bande dessinée en ce moment, qui sort Metropolis en 4 tomes, dont 2 sont déjà achetés à la médiathèque et les 2 autres sont à paraître. Un livre tout à fait fascinant dont je vais revenir dessus. Mais avant de revenir sur ce livre, on va pouvoir parler un petit peu de notre ami Serge Lehmann. En fait, Serge Lehmann, c'est à la base donc un auteur de science-fiction. Il est né, c'est un auteur d'une cinquantaine d'années. Voilà, il a tout juste 50 ans. Il vient de l'Essonne. C'est quelqu'un qui a commencé très tôt à être fasciné par la science-fiction. Il dit qu'il a été très attaché par les revues Strange et Métal Hurlant. Donc si vous connaissez, j'imagine peut-être Métal Hurlant, qui était une revue qui diffusait des bandes dessinées à suivre, surtout portées sur la science-fiction et sur un travail graphique novateur. C'est de là d'où sont sortis Mobius, Drouillet, Tardy et plein d'autres grands dessinateurs des années 70 en français. C'est un grand fan également de Philippe Cadic. Donc il commence dès les années 90 à vivre de sa plume. Là pour le coup, il va commencer en écrivant des romans, enfin en écrivant des nouvelles, et il a publié à peu près une dizaine de romans sur une dizaine d'années là. C'est un écrivain qui vient à peu près de la même vague que Heyerdahl, Pierre Bordage, Jeunefort, Dantec. Donc il fait partie de cette clique, cette clique-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en dehors de son travail d'auteur de science-fiction, il était aussi chroniqueur, film, chroniqueur, musique, etc. Il s'est mis à produire une chronique hebdomadaire dans le magazine, dans le journal, de l'Humanité. Et ça l'a apparemment, c'est pas ça qui l'a vidé, mais en tout cas, suite à ses écritures hebdomadaires, donc qui demandent, j'imagine, beaucoup de travail, et peut-être qu'il a mis entre parenthèses à ce moment-là ses œuvres portées sur la fiction, il s'est dit qu'à ce moment-là, je le cite, ses moteurs symboliques se sont arrêtés d'un coup, c'est-à-dire qu'il arrivait plus à imaginer de nouvelles histoires, j'imagine, alors qu'il était donc le début des années 2000, en train de travailler sur son grand œuvre de l'époque. Donc on est encore dans des œuvres de romans, mais qui déjà s'appelait Metropolis. Donc il travaillait donc à l'époque déjà sur Metropolis, mais en tant que à l'époque ça avait la forme d'un roman, et ça le bloquait. Il était complètement perdu dans des recherches et dans des tonnes et des tonnes de recherches qu'il avait fait. Dans certaines de ses interviews, Serge Lehmann explique qu'il était obnubilé par les films de Fritz Lang, qu'il les regardait scène par scène, il est tombé dans un espèce de trou noir qui l'a complètement happé, et il s'est retrouvé complètement vidé. À l'époque, donc, il se frappe une dépression et il s'éloigne petit à petit de l'écriture. Et c'est finalement la bande dessinée. Alors à cette époque-là, c'est le 11 septembre qui apparemment l'a beaucoup marqué. Il dit des choses très intéressantes sur la perception de la réalité le 11 septembre. Il dit qu'il a été toujours très interloqué par les images du 11 septembre, qui pour lui étaient des fantastiques images de cinéma, qu'il avait du mal à raccrocher à la réalité et que ça le perturbait énormément. Donc on voit bien là déjà le fan de Philippe Cadic. Cadic était un auteur de science-fiction qui était très porté sur les différents niveaux de perception de la réalité, les différentes réalités possibles. Donc c'est exactement ça, ça crée un espèce de vertige de ne pas croire que l'on est de croire que l'on n'est pas dans le réel. Qu'est-ce que le réel, etc. Et donc Serge Lehmann, dans les années 2000,
laisse un peu de côté ses travaux d'auteur. Il reviendra donc à la fin des années 2000. Pendant une petite dizaine d'années, c'est un peu compliqué pour lui. Puis il revient par le biais de la bande dessinée, et apparemment il s'y plaît actuellement, puisque c'est là qu'il publie le plus actuellement en bande dessinée. Il sort La Brigade Chimérique avec Fabrice Collin. Depuis, il a fait la série Masqué. Il a fait également L'Homme truqué. Voilà, je cherchais le nom. Mais aussi L'œil de la nuit, que l'on a acheté aussi récemment à la médiathèque. Enfin bref, il publie beaucoup. Maintenant, c'est plus un auteur de bande dessinée qu'un auteur de science-fiction, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup sur la science-fiction, qui réfléchit sur la place de la science-fiction dans la société. Et pour lui, il explique que pour lui, la science-fiction n'est pas un genre littéraire, c'est quelque chose qui va au-delà du genre. C'est une manière de se projeter et de créer, de parler du monde réel, qui va au-delà de l'écriture. La science-fiction, d'ailleurs c'est vrai, la science-fiction c'est à la fois des films, de la littérature, de la bande dessinée, ça peut être même de la musique. La musique électronique a souvent été considérée comme de la musique de science-fiction, etc. Ça peut être intéressant, je mettrai quelques liens sur l'article du podcast sur des écrits, des articles de Serge Lehmann sur la science-fiction, si jamais ça vous intéressait. Il a écrit beaucoup. Il a plutôt créé des forums de discussion très denses apparemment je les ai pas lus parce que ça fait plusieurs centaines de pages de forums à lire, sur lesquels plusieurs auteurs de science-fiction se sont apparemment échangés, pour le dire gentiment, sur une définition de ce que pourrait être la science-fiction. Et Serge Lehmann, en tout cas Serge Lehmann, je ne sais pas si on dit Serge Lehmann ou Serge Lehmann d'ailleurs, on va dire allez Serge Lehmann, sur ce qu'il fait maintenant, on voit qu'il a un point de vue assez particulier sur la science-fiction. Pour lui, l'imaginaire de science-fiction français est mort à la veille de la Première Guerre mondiale, ou plutôt au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque ce qu'on appelait à l'époque le roman scientifique, donc Jules Verne, et puis tout ce qui se faisait à l'époque dans ce qu'on appelle maintenant la science-fiction, mais qui à l'époque était plutôt du roman scientifique. Donc cet imaginaire français a été mis à mal par la Première Guerre mondiale et le déferlement technologique et l'horreur qui en a suivi. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale n'a fait qu'en rajouter une couche. Et selon Serge Lehmann, l'imaginaire anglo-saxon et particulièrement américain a repris cette tradition plutôt française du XIXe siècle et du début du XXe siècle pour créer la science-fiction telle qu'on la connaît maintenant, avec la nouvelle vague de science-fiction telle Asimov, Van Vogt, etc., des années 50-60. Et en France, on a perdu, comme si on avait complètement oublié que la science-fiction était un genre spécifiquement français. Il y a une espèce d'amnésie, je crois qu'il parle d'amnésie dans une de ses interviews, sur la science-fiction. Donc lui, c'est sa vision des choses, et il les récupère, et il le transmet, il essaye de la mettre en image, en narration, à travers ses scénarios. Et ça, il le mixe, et c'est assez intéressant à ce niveau-là, parce que du coup, il a aussi une réflexion sur la science-fiction moderne, on va dire anglo-saxonne. Serge Lehmann, du coup, mixe son point de vue avec des thématiques très portées sur les super-héros. Donc super-héros qui est quand même a priori un genre anglo-saxon par excellence. Il se trouve qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Évidemment, l'origine des super-héros est pas américaine, et elle vient d'une multitude d'influences. Mais l'originalité des histoires de Serge Lehmann, c'est de mixer ces deux. Alors, sur Metropolis, dont je vais vous parler peut-être un tout petit peu plus longuement là aujourd'hui, il n'est pas trop question de science-fiction, je vais y revenir, de super-héros, mais j'y reviendrai. Mais par contre, c'est sur ces autres travaux de type La Brigade Chimérique ou Masqué, où il fait des réflexions très intéressantes ou même L'Homme truqué d'ailleurs, sur la place du super-héros, de la science-fiction, et de tout ça, quel est l'apport à cet imaginaire-là sur notre perception de la réalité. C'est
son grand sujet à Serge Lehmann. Alors ça paraît un petit peu peut-être austère ou un petit peu sérieux comme moyen de faire de la science-fiction, mais il faut avouer qu'en lisant ses œuvres, ça a une densité et une portée qu'on voit assez peu actuellement dans la bande dessinée déjà, et un petit peu aussi dans la science-fiction française. Donc voilà, La Brigade Chimérique, donc son premier grande série de bande dessinée, c'est une histoire un peu à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où en fait l'auteur récupère des personnages de l'imaginaire populaire et de la fiction populaire du 19e siècle et du début du 20e siècle pour les mettre dans un contexte politique particulier et les faire interagir ensemble. Donc c'est tout à fait dans son projet, celle d'essayer de se réapproprier cet imaginaire de science-fiction français du XIXe siècle et d'avant de la Première Guerre mondiale pour en faire des histoires originales. Avec Métropolis, donc l'œuvre dont je vais vous parler maintenant, il revient un petit peu sur cette thématique-là. Alors Métropolis, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est à la base un roman. Ça devait être son grand œuvre, ce sur le quoi Serge Lehmann voulait faire son nom. C'était un petit peu son grand œuvre, son chef-d'œuvre, sa cathédrale, qu'il n'a jamais réussi à amener au bout. Il l'a repris là donc en bande dessinée. C'est dessiné par De Canva. On y suit, c'est une uchronie. C'est-à-dire qu'une uchronie, c'est comment dire, une histoire. C'est qu'est-ce que serait le monde si. Et à partir de là, on crée une histoire qui est plus dans l'imaginaire. C'est pas réellement de la science-fiction, ça se passe pas dans le futur, ça se passe, on va dire, plutôt dans un univers parallèle. Qu'est-ce qui se serait passé si. Et alors, le monde que va imaginer Serge Lehmann, et celui-ci, c'est à la veille. Juste avant la Première Guerre mondiale, à la suite des guerres napoléoniennes et des guerres franco-prussiennes de la fin du XIXe siècle, la France et l'Empire germanique, la Prusse, vont vouloir établir une paix durable ensemble, et pour cela, ils vont créer une ville européenne, donc un État européen, une ville européenne qui s'appellera Métropolis, qui sera une ville qui sera ni française ni allemande, qui sera une ville européenne et qui permettrait d'éviter ces guerres extrêmement meurtrières déjà au XIXe siècle et dans notre réalité, la réalité également encore plus même au XXe siècle. Donc cette création politique a permis d'éviter la Première Guerre mondiale. En fait, le récit que l'on suit dans Métropolis se passe en 1914. Et on y suit le personnage principal, c'est un orphelin de Métropolis. En fait, c'est même l'orphelin de Métropolis, c'est-à-dire que il a été déposé lorsqu'il était enfant au pied de la mairie au moment où ils inauguraient la ville. Donc la ville a adopté cet enfant et en a fait donc l'orphelin de Métropolis. Donc là, on le suit à l'âge adulte. Il est tout jeune, il a 24 ans, et il est commissaire de police. S'ensuit un attentat assez violent au cœur de Métropolis qui vise à diviser évidemment les partisans plutôt de la francophonie et des Germains, des attentats terroristes donc, qui va révéler 2 cadavres au fond d'un trou. Donc en fait, une bombe explose en plein milieu d'une place, de la place de... Ah, j'ai oublié son nom. C'est un nom très évocateur du coup de Métropolis, enfin peu importe, de la place centrale de Métropolis. Et ce trou créé va révéler un cercueil avec 2 cadavres de jeunes filles dans ce cercueil, dont il va suivre l'enquête. Alors la particularité de ce personnage principal, c'est qu'en plus d'être l'orphelin de la ville, donc il a été élevé par les politiques de la ville, par les différents maires en fait en réalité, mais aussi par les grands intellectuels qui sont venus habiter cette ville, dont on retrouve Freud, on retrouve Churchill, on retrouve beaucoup de personnages importants du XIXe siècle. Donc on voit que Serge Lehmann réutilise
la façon d'écrire une histoire comme dans la Brigade Chimérique, où il utilise il se fait se confronter des personnages de fiction dans une autre fiction en réalité, et ben là, il se fait confronter des personnages historiques réels dans une autre réalité. C'est évidemment très intéressant et ça permet d'avoir ça laisse des portes à ouvrir assez nombreuses. Et donc ce personnage principal, en plus d'avoir donc une vie assez particulière du fait de son enfance, il a l'impression que la ville change, que la ville lui parle, que la ville se transforme, que la ville vit une vie propre. Alors ça, c'est un concept un peu particulier, mais qu'on retrouve déjà dans d'autres œuvres de fiction. Je suis désolé de reparler encore une fois d'Alan Moore, mais il se trouve qu'Alan Moore a beaucoup œuvré, a un petit peu œuvré, pardon, plutôt dans cette façon d'écrire les histoires, qui veulent que la ville, les grandes villes, peuvent avoir une vie propre et ont une influence sur les individus qui y vivent. Ça a un nom, cette étude, et j'avoue que le nom m'échappe maintenant. Je me demande si c'est pas la géocartomancie, la géopsychologie, géopsychologie peut-être bien. Voilà. Et Alan Moore a écrit une énorme bande dessinée sur sur les meurtres de Jack l'Éventreur, en ayant comme point d'accroche cette théorie-là du fait que la ville influe sur les individus. Et donc là, on trouve une façon de le montrer avec une manière qui peut sembler surnaturelle, mais en fait, le personnage a l'impression que la ville lui parle, que la ville vit une vie propre, et ça interroge beaucoup. Donc, on va suivre cette histoire-là avec ce personnage principal assez étrange, et au fur et à mesure, évidemment, de son enquête, on va en découvrir un peu plus à la fois sur la ville, sur ce personnage, et sur cette espèce de mystère un peu fantastique, on pense pour l'instant, qui plane sur cette histoire. Donc actuellement, 2 tomes sont parus chez Delcourt et on les a achetés ici à la médiathèque. Le 3e doit arriver très bientôt. J'ai personnellement lu que le premier pour l'instant. J'ai très hâte de lire le tome 2 et puis même d'aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est très bien que l'histoire soit pas trop longue, qu'elle se termine en 4 volumes. Donc si vous aimez non seulement la science-fiction, mais surtout les récits qui poussent des concepts assez loin et qui permettent de laisser voguer son imagination dans des territoires encore plus éloignés que ce qu'on imaginait, on va dire. Metropolis est une lecture à faire. Toute l'œuvre de Serge Lehmann, d'ailleurs, est intéressante de ce point de vue-là. Nous avons à la médiathèque toute la Brigade Chimérique, c'est 6 tomes, et également les 4 tomes de sa série Masquée. Nous avons acheté également L'œil de la nuit, qui est en fait une espèce de série parallèle à la Brigade Chimérique. Donc si vous avez lu la Brigade Chimérique, vous pouvez lire L'œil de la nuit. Vous pouvez aussi lire L'œil de la nuit sans avoir lu la Brigade Chimérique. L'œil de la nuit, c'est une histoire un peu plus très typé Jules Verne, j'ai trouvé en le lisant, et c'est un récit un peu plus classique que Metropolis, on va dire moins ambitieux que Metropolis, mais toujours extrêmement plaisant à lire. Donc Serge Lehmann, n'hésitez pas à lire toutes ces bandes dessinées et ces romans. Nous n'en avons pas actuellement à la médiathèque, mais peut-être s'ils sont réédités, j'en achèterai. Il a notamment publié des anthologies très intéressantes avec apparemment des préfaces très intéressantes aussi. Donc n'hésitez pas à lire ce qu'a fait cet auteur. C'est un auteur qui a une vision très atypique, mais très précise de l'imaginaire et de la science-fiction. Et ça court pas les rues, c'est pas peu de le dire, dans la fiction en général. Donc n'hésitez pas à aller vers ces bandes dessinées. J'en ai fini avec mon gros dossier sur Serge Lehmann. J'espère que j'aurai pas été trop long. On va partir donc sur notre seconde parenthèse musicale avec un petit morceau de Sonic Youth. Donc j'ai choisi Schizophrénia à vous mettre parce que je me suis dit que ça allait à peu près dans l'esprit des théories de Serge Lehmann. Décidément j'ai du mal avec ce nom.
Donc Sonic Youth, groupe de rock, de noise rock, de rock alternatif, comme vous voulez. J'ai choisi ce groupe-là aussi parce qu'on avait parlé il y a 2 émissions de And You Will Know Us by the Trade of Dead, qui allait aussi dans cette vague de rock noise. Donc Sonic Youth, qui est un des très grands acteurs, quasiment presque même le fondateur du rock noise, dont je vais vous faire écouter un morceau qui date des années de 1984, de l'album Sisters. Écoutez, je vais pas m'étendre trop sur Sonic Youth. Nous avons d'autres disques de Sonic Youth à la médiathèque. Un jour où je ferai des chroniques moins longues, j'en parlerai probablement plus. C'est un immense groupe, Sonic Youth, de par l'influence qu'ils ont eu. Chacun de ses membres et le groupe tout seul, même sur la musique rock en général. Kurt Cobain de Nirvana n'a jamais caché son admiration pour ce groupe. Déjà de par sa radicalité éthique, et puis de par son originalité dans ses compositions. Donc vous allez voir, c'est un morceau de noise rock, mais qui est tout à fait accessible, dont les mélodies sont très finement ciselées. Le son est encore assez empreint d'une espèce d'héritage de la no wave des années 80 et anglaise des années 80. Vous savez, hein, toute cette vague de type Sister of Mercy ou même Depeche Mode, etc. De la new wave anglaise, qui après a donné la cold wave, la no wave, etc. Enfin, peu importe, ce sont un petit peu les mêmes. Ce sont des branches d'un même arbre, on va dire. Et Sonic Youth, à cette époque-là, a encore un son qui peut se rapprocher un petit peu de cette scène-là, avec un côté beaucoup plus rock. Donc c'est un groupe américain déjà, mais avec un côté beaucoup plus rock, mais qui garde un petit peu cette façon de composer des mélodies assez atypiques. Et écoutez, on va l'écouter tout de suite, comme ça vous aurez la preuve en images et en son. Voilà Sonic Youth avec Schizophrénia.